présenter un meet-up sur les soft skills. J'ai réalisé en collaboration avec Nawel, qui est aussi en stage chez Exteam. Oui, alors du coup, moi, c'est Nawel. En fait, actuellement, je suis en stage en recrutement et aussi en projet RH. Et ben, j'accompagne Fanny sur ce meet-up sur les soft skills. Voilà, donc je vais vous présenter le programme. Alors au départ, on va vous donner une définition des soft skills et leur évolution dans l'histoire du monde professionnel. Ensuite, on va vous parler, Nawel vous parlera, pardon, des soft skills du point de vue RH et je vous parlerai de la contextualisation des soft skills en entretien. On vous présentera 10 exemples de soft skills et on vous en détaillera 3 chacune. Ensuite, on vous parlera des tests qui permettent de déterminer ces soft skills. Donc, on vous parlera des biais et des risques d'interprétation des tests. Et Nawel a fait un test qui s'appelle Performance et elle vous le présentera. Et enfin, vous verrez les témoignages et opinions des extimiens et des extimiennes qui s'occupent ou qui ont eu affaire au recrutement et aux soft skills chez Extime. Alors, pour commencer, une brève définition des soft skills. Donc, on doit différencier les soft skills des hard skills. Donc, les hard skills, ce sont les compétences techniques qui sont nécessaires à la bonne prise en main du futur emploi. Alors, ils sont très souvent énoncés dans la fiche de poste. Ça peut concerner la maîtrise de certains langages informatiques, par exemple dans nos cœurs de métier, l'analyse de données, le pilotage de publicité, du budget, etc. On va vous donner des exemples juste après. Et les soft skills, à contrario, ce sont les compétences douces qui représentent plutôt des traits de personnalité qui affectent les interactions sociales. Donc, par exemple, le leadership, la capacité à travailler en équipe, la résolution de problèmes, le risk management, etc. Alors, vous voyez par exemple ici, c'est très clair, hein, vous devez avoir l'habitude vous-même de voir énoncer sur vos fiches de poste les hard skills qu'il faut avoir pour postuler. Mais moins souvent, et presque jamais d'ailleurs, les soft skills qui sont vraiment des compétences douces, des compétences d'appropriation personnelle. Donc, il y a quelques exemples ici que vous pouvez retrouver, par exemple, le leadership, le travail d'équipe, la résolution des conflits, qui sont vraiment des compétences que vous utilisez parfois en gestion de projet. Alors, l'évolution des soft skills. Donc, le terme est apparu dans les années 1970. Donc, on a commencé à théoriser ça après les années 2010 avec l'apparition des fameux tests de personnalité lors des process de recrutement pour des postes de cadre dans des entreprises américaines, par exemple le Coca-Cola ou les entreprises de la Silicon Valley utilisent énormément ces systèmes de tests. Aujourd'hui, les soft skills occupent une part très importante des évaluations, des CV et des entretiens. Beaucoup justement pour les profils qui sont plus gestion, direction de projet, mais aussi voilà, pour les profils plus techniques, hein. Il n'y a vraiment pas d'a priori là-dessus. La plupart des grandes écoles de commerce françaises y dédient des modules de cours. C'est très important pour nous, par exemple, Nawel et moi, qui sont jeunes candidats, de se démarquer lors de la recherche de notre premier emploi parce qu'on n'a pas forcément toute l'expérience que certains d'entre vous peuvent avoir sur le CV. Donc, on utilise ces soft skills pour dire aux recruteurs, ben voilà, en fait, on n'a pas encore l'expérience, mais on a les compétences pour acquérir cette expérience. Ça permet aussi de mettre, à contrario, en lumière des profils plus expérimentés. Quand vous arrivez à un certain point dans votre carrière, vous êtes en concurrence sur le marché du travail. Les concurrents ont les mêmes expériences que vous ou sont très similaires, donc il faut savoir se différencier. Et on peut utiliser les soft skills pour se différencier et pour coordonner nos compétences à nos expériences. Alors, un chiffre qui est très important, selon l'IFOP, 91% des cadres pensent que les soft skills contribuent à la compétitivité des entreprises. Donc, c'est vraiment un chiffre voilà, qui est parlant et qui montre qu'aujourd'hui, cette notion-là est très, très importante dans les process de recrutement et dans la vie professionnelle.
Alors, je vais faire une petite aparté, je vais vous laisser participer. Je voudrais vous demander votre avis. Quels soft skills vous utilisez dans votre vie professionnelle? Je vous en ai présenté quelques-uns tout à l'heure dans mon tableau. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous vous en êtes déjà servi en entretien? J'aimerais bien avoir votre avis. Je dirais la bienveillance, Oui, par exemple. C'est vrai que savoir être ça... à l'écoute de son équipe et puis déceler comment dirais-je, les espèces de points potentiels de burn-out. Effectivement, c'est une compétence qui est assez importante dans le management. Moi, je dirais la sociabilité pour pouvoir s'intégrer dans les équipes, dans une entreprise de façon générale. C'est vrai, ça fait partie des compétences relationnelles. Moi, je dis créativité, je pense, parce qu'on doit toujours trouver de l'innovation dans nos événements et dans nos petites créas qu'on fait tout le temps pour communiquer avec vous et communiquer à l'extérieur. Pour tout ce qui est chef de projet, business analyst, je dirais d'abord l'empathie, se mettre à la place de l'autre, donc se mettre à la place du client, comprendre son besoin, c'est la meilleure façon de savoir y répondre. Et je pense aussi il y a un soft skill qui pour moi paraît de plus en plus capital, c'est la résilience, c'est-à-dire notre capacité de résistance aux attaques. C'est vrai que la résilience, c'est quelque chose qui est revenu dans nos recherches. Et tout à l'heure, on va vous présenter donc certains soft skills. Et celui-là fait partie des 50 soft skills mis en lumière par le sondage, le baromètre de l'IFOP. Moi, j'aurais pensé à quelque chose au niveau de la communication, un peu l'espèce de positive attitude où on a toujours le sourire, on est toujours content et du coup, ça amène un cercle vertueux positif de bonnes vibrations. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. Je disais l'autre jour à Delphine que, enfin, je le disais en vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'apporte du bonheur aux gens, j'ai dit, dans mes missions de stage. Je confirme, Fanny. Delphine, est-ce que tu sais comment on peut caractériser ça? Je pense qu'il y a une certaine bonhomie, dira-t-on. Oui, Je c'est sais pas possible. trop. Eh bien, merci pour votre participation. On va pouvoir poursuivre. Nawel, je te laisse la main. Alors, on a vu que les soft skills, elles avaient une place assez importante dans les ressources humaines et plus particulièrement dans le recrutement. Donc là, on va voir l'évaluation des soft skills. Qu'est-ce que ça permet? Donc, lors d'un entretien, en fait, ça va permettre d'une part l'intégration plus rapide d'un candidat parce que, en fait, en évaluant les compétences comportementales, on pourra déterminer si le candidat fitera avec l'équipe ou l'entreprise qu'il intégrera. Ça va également renforcer la cohésion d'équipe, pareil sur la même idée. Si le candidat qu'on va embaucher ne présentera pas certains soft skills, comme par exemple la collaboration, eh bien, l'intégration se fera plus lente et le travail en équipe sera également plus compliqué. Et donc, tout ça permettra du coup de limiter les erreurs de recrutement. Comment on les évalue, ces soft skills? Donc, lors d'un entretien, en fait, on a plusieurs méthodes. Premièrement, on a des méthodes qui sont plus coûteuses, donc en temps et en argent. Donc, on va voir le test. Donc, c'est la passation de tests, mais ça donne des résultats assez fiables. Donc, ça va être des tests de personnalité qui donneront des indications sur les soft skills d'une personne. Et on a également les Assessment Centers, qui est une méthode assez coûteuse et qui demande aussi énormément de temps, parce que généralement, en fait, ça consiste à faire passer des tests de personnalité. Ensuite, il y a tout un process d'interprétation de ces tests-là pour ensuite faire des mises en situation par généralement des jeux de rôle. Ensuite, pour des méthodes un petit peu moins coûteuses, donc en temps et en argent, on va avoir la mise en situation qu'on peut faire lors d'un entretien. Donc, on peut soit céder des expériences précédentes, soit imaginer une situation qu'on peut en entretien. Donc, comme par exemple, on peut demander à un candidat
lui poser une question du type « Dans le cas où vous soumettez une idée qui vous tient à cœur à votre supérieur et qu'il n'est pas emballé par l'idée, que faites-vous » Et en fait, en posant ce type de questions, on pourra avoir des informations sur la persuasion, mais aussi la persévérance. Pardon. Et dernière méthode, c'est par des questions précises sur les expériences passées. Donc, pour donner un petit exemple, on peut, par exemple, demander à un candidat qui a eu pas mal d'expériences dans des équipes, revenir sur une de ces expériences et lui demander quelle place avez-vous eu dans cette équipe pour évaluer donc l'esprit d'équipe, le fait de savoir si c'est une personne qui était plutôt leader, suiveur, etc. Alors, je vais vous expliquer un peu comment contextualiser les soft skills parce que pendant nos recherches, voilà, avec Nawel, on s'est aperçu que on sait qu'on a des soft skills, on sait à peu près lesquels, mais voilà, en parler en entretien, c'est autre chose. Et il y a une méthode, alors il y a plusieurs méthodes, mais on en a trouvé une qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, soit vous en parlez de manière spontanée, soit on vous pose une question. Donc, la méthode qu'on a trouvée, c'est rapporter le soft skills en question à une expérience professionnelle ou bénévole ou de loisir si vous n'avez pas encore l'expérience professionnelle qu'il faut. Donner un exemple concret dans lequel vous avez utilisé ce soft skills et ensuite, si possible, vous projeter dans la mission à laquelle vous postulez en donnant un exemple fictif d'utilisation de ce soft skills. Qu'est-ce que vous feriez en fait dans cette mission? Par exemple, je vous ai pris l'exemple de mon entretien chez Exteam quand j'ai postulé pour le stage. Donc, j'ai dit que j'étais autonome. J'ai fait un rapport à une expérience précédente où j'ai été hôtesse du département 76. J'ai donné un exemple concret de ce que j'avais fait avec ce skills d'autonomie. J'ai organisé 40 ateliers enfants et j'ai géré la tenue du site de l'opération. Et je me suis projetée dans une des missions de l'offre qui était la création d'événements. Et j'ai dit, bah voilà, avec mon autonomie, je suis capable de proposer des events et de gérer leur déroulement chez Exteam. Voilà comment vous pouvez très simplement rapporter le soft skills à l'expérience, donc toujours rapport expérience-compétence. Alors, on va vous présenter maintenant 10 exemples de soft skills donc, qui sont issus du fameux baromètre de l'IFOP, baromètre qui répertorie 50 soft skills utiles en 2020. C'est le baromètre de l'année dernière, les plus demandés par les entreprises. Donc, je vais vous mettre en lumière celui sur la négociation. Donc, c'est être capable de comprendre les besoins, les freins, les motivations et le levier de son interlocuteur, d'évaluer l'intérêt d'une proposition, de faire appel à ses capacités d'argumentation et de persuasion pour parvenir à une solution qui, au mieux, satisfait toutes les parties. Et je vais aussi vous parler de l'esprit critique. C'est la prise de recul sur les informations reçues, sur les pratiques qui sont en place. C'est savoir évaluer la pertinence de quelque chose, être capable d'observer, d'analyser une situation avec discernement et de mener à un raisonnement logique et perspicace. Et souvent, on l'associe à la curiosité, aussi au jugement. Donc, c'est des soft skills qui sont associés à l'esprit critique. Sinon, vous avez donc l'esprit d'équipe, la persévérance et la gestion du stress que vous connaissez et qui sont voilà, très demandés par les recruteurs durant l'année 2020. Alors là, je vais vous présenter différents soft skills. Donc là, on va avoir la collaboration, l'organisation, la gestion du temps. Et on va rentrer un petit peu plus en détail sur la créativité et la réflexivité. Donc pour vous définir la créativité, en fait, c'est la capacité de découvrir une solution nouvelle et originale à un problème donné. Et pour la réflexivité, en fait, on définit ça comme la capacité à réfléchir sur soi-même, sur ses actes, mais également sur son environnement de travail et ça va permettre la remise en question. Alors, on vous a parlé de tests. Voilà, c'est le moment. Donc, lorsque vous passez un entretien d'embauche, vous allez pouvoir être confronté à un test de personnalité. Donc, ce test, il a pour but de connaître vos soft skills.
Et on va vous en présenter un qui est très utilisé juste après performance pour que vous ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Malgré cela, on vous recommande d'être vigilant par rapport au test parce qu'il existe des limites qu'on appelle des biais au test de personnalité, surtout dans l'interprétation, justement. Donc, vous avez par exemple le biais d'ignorance. Alors, le biais d'ignorance, c'est tout simple, c'est vous vous retrouvez à un test de personnalité, vous n'en avez jamais fait, vous ne saviez pas que ça existait. Et voilà, vous, ne savez, enfin, vous êtes déstabilisé face à ce test et ça peut influer sur vos réponses. Le biais d'acquiescement, c'est la tendance à répondre plutôt oui ou plutôt non à certaines questions sans voilà, vraiment réfléchir à la question. Le biais de tendance centrale, c'est la tendance des répondants au questionnaire à n'utiliser que des propositions au centre de l'échelle de réponse. C'est de ne pas donner un avis tranché. Voilà, donc ça peut influer sur vos résultats parce que finalement, on ne sait pas où vous vous situez. Le biais de désirabilité sociale, donc c'est un biais qui représente la tendance des répondants à ne donner que les réponses qu'ils pensent être attendues. Donc en d'autres termes, voilà, vous essayez de donner une bonne impression de vous. Ce que vous faites aussi en entretien, c'est normal, mais dans le cas du test, ça peut influer sur vos réponses et ça peut vous desservir par rapport à l'interprétation. Et vous avez la problématique de l'universalité du modèle utilisé, parce que quand vous recrutez des personnes de différents horizons, de pays différents, de cultures différentes, voilà, la culture fait qu'on n'a pas la même sensibilité à chaque question, on n'a pas la même vision du monde, et ça peut influer aussi sur les résultats du test et leur interprétation. Alors, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà effectué un test de personnalité lors de votre vie professionnelle, que ce soit en entretien ou en école, par exemple. C'est les tests MBTI, là, c'est ça? Alors Si, oui, bah oui, ouais, oui, les gens ont fait on a fait les tests MBTI. Donc, il y a quelques effectivement, oui. personnes qui ont fait ça. Ouais, MBTI, ça Si, moi j'ai compte. fait un test, mais là je viens de retrouver le nom, c'est sur Assess First. On me l'a demandé pour un entretien et c'était un test de personnalité. Donc, du coup, ça fait un profil, mais je ne sais pas trop quoi en déduire au final. Parce que, bon, globalement, on se connaît quand même relativement bien. Et ton test, il collait assez avec ce que tu attendais des résultats ou tu as été surpris des Oui, oui, non, résultats? globalement, il était proche. Après, il y a toujours quelques petites surprises, mais c'était sur des points de détail, notamment le test relevait par rapport à des mises en situation, quelques attitudes qui étaient plus calmes que je me serais pensé, mais au final, ça avait l'air d'être plutôt cohérent. D'accord. Et est-ce que tu as eu un débriefing de ton test ou pas du tout? Non, je crois pas, non. Alors, il faut savoir que quand vous passez un test, même en entretien et en process de recrutement, vous êtes en droit de demander un débriefing. Je vous le dis si ça vous intéresse au cas où. Nawel, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ça, vous Non, m'entendez? là, pour l'instant. Ouais, Oui, on on t'entend. Ouais, c'est Fanta. Moi, je voulais dire que j'ai passé aussi des tests durant mes recherches. Et oui, donc à chaque fois, il y avait j'avais eu droit à un débrief par rapport voilà, au test que j'ai effectué. Mais ce que j'ai remarqué, j'avais souvent les mêmes tests. Et à chaque fois, j'avais des résultats différents. Donc, je pense que les tests aussi, il ne faut pas trop s'y fier parce que ça dépend aussi de notre expérience et de comment on est en fait à l'instant T. Oui, c'est pour ça qu'on vous alerte aussi sur les biais parce que effectivement, ça peut jouer. Et en plus, un test, c'est jamais 100% la vérité, hein. Il faut surtout pas penser que parce que le test a dit que vous étiez calme, que vous l'êtes forcément, hein. Justement, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes et c'est pour ça aussi que les débriefings avec les personnes qualifiées sont importants. Moi, je Une petite rebondis question. sur ça. Allez. Ah oui, pardon. J'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des études pour essayer de savoir quel est le taux de fiabilité de ces tests?
Nawel, tu connais peut-être plus que moi. Justement, je rebondis sur ça. En fait, pareil, c'est pour dire que les tests, il en existe beaucoup de nos jours. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous validés psychométriquement. Et pour qu'un test soit fiable, il faut qu'il soit validé, il faut qu'il soit fidèle. Donc, il faut qu'il y ait toute une analyse psychométrique qui est faite derrière, donc sur la construction des items, comment ça a été construit, afin de voir si ça va réellement mesurer ce qui est censé être mesuré. Donc, quand on trouve si vous faites des tests de vous-même sur Internet, il faut essayer de faire attention à d'où sort le test, comment est-ce qu'il a été construit, et essayer de se renseigner sur la société qui l'a produit. Donc, il y a des études qui existent, mais après, faut faire des recherches pour voir si le test que vous allez faire à cet instant T est fidèle, quoi. Est fidèle et il est valide pour avoir de résultats fiables. Et chez Exteam, Fanta, on n'utilise pas de test de personnalité pour les candidats? Non, c'est des tests techniques. Donc, non, il n'y a pas de test sur les soft skills ou sur la personnalité. Après, ça peut vous être demandé par un client. C'est pour ça qu'on vous avertit là-dessus aussi, quoi. Ça peut être intéressant. Tu auras toujours des gens pour dire que ces tests sont bidons, etc. Mais je pense que derrière, ça doit s'appuyer sur des études, sur des expériences quand même sérieuses. Hein. Justement, le test qu'on va vous présenter là, il est sérieux, il est reconnu dans ce qui est fait. Si j'arrive à passer ma slide, excusez-moi. Voilà, le test Echo 2 de performance. Je te laisse la main du coup, Nawel, si tu veux. Alors, donc j'ai réalisé le test Echo 2 de performance. Donc, Performance, c'est une entreprise qui est assez reconnue dans les tests et qui vérifie tous ces tests. En fait, c'est bien construit psychométriquement. Donc, les résultats sont assez fiables. Alors, au niveau de la passation, alors j'ai passé ce test qui dure environ 10-15 minutes. Alors, il est construit en 2 parties. On a premièrement le questionnaire comportemental où on a 2 sous-parties dedans, en fait. Donc, on choisit la proposition qui nous correspond le mieux. Alors, d'une première partie, on va en fait choisir la proposition qui nous correspond le mieux, donc entre 2 affirmations. Et dans un second temps, il va falloir répondre sur une échelle de 1 à 10 à quelle affirmation proposée on s'affilie. Donc, si l'affirmation pour nous, on s'y affilie le plus, on va répondre vers 10. Et puis, si ça ne correspond pas du tout, on répondra plutôt vers 1. Donc, pour vous donner un petit exemple de la première partie du test, en fait, j'ai eu par exemple le choix entre répondre à « j'ai besoin de terminer les tâches que j'ai prises en charge » ou bien « l'abandon d'un projet ne me perturbe pas ». Donc, j'avais le choix entre les deux, je devais choisir quelle proposition me correspondait le mieux. La deuxième partie de ce test-là, c'est un questionnaire de contrat psychologique. Donc, en fait, ça va renvoyer aux éléments implicites psychologiques d'une relation d'emploi qui ne peuvent pas être présentés dans un contrat de travail. Ce questionnaire-là, il est évalué sur 4 composantes, la projection dans le temps, le ratio effort-rétribution, l'identification aux valeurs, la stratégie et la stratégie de développement. Au niveau des résultats, en fait, donc après la passation du test, on reçoit un petit récap de nos résultats et ça se fait en 3 parties. Donc, premièrement, on va avoir les motivations du candidat. Juste pour vous définir ça, en fait, ce qui va être évalué ici, c'est ce qui nous motive le plus au travail et ça permet d'identifier les environnements qui correspondent à nos besoins spécifiques. Ensuite, dans le résultat, la deuxième partie, c'est les soft skills, le modèle IDEAC. On va en parler juste après. Et enfin, on a un résultat sur le contrat psychologique. Donc là, en fait, ça va être la relation que l'on a à l'emploi en termes de projection dans le temps, d'identification aux valeurs, de stratégie de développement et d'effort. Donc, les 4 composantes que je vous ai citées plus haut. Au niveau du modèle IDEAC, alors, du coup, le modèle IDEAC, on a plusieurs composantes. L'influence, la décision, l'efficacité, l'agilité et la coopération. Alors, donc je vous ai mis des petits exemples de ce qui est évalué et du soft skills donc représenté. Donc, dans l'influence, ils évaluent le soft skills exprimé. Donc là, par exemple, dans mes résultats, on peut voir que ce que ça veut dire. Donc là, ça veut dire que
Je suis une personne qui va préférer prendre le temps d'observer et attendre de bien connaître les interlocuteurs avant de me dévoiler. Donc un autre exemple, pour l'agilité, donc il y a le soft skills initié. Là, pareil, donc je suis plutôt dans un mode posé. Là, il y a le petit descriptif. Et enfin, pour la composante coopération, ils ont évalué le soft skill contribuer. Et puis là, du coup, je suis dans un mode solidaire. Alors maintenant, on a interrogé au sein d'Exteam, au sein du siège, quelques personnes qui ont de l'expérience dans le recrutement. Moi, je vais vous parler de ce que m'a dit Fabien. J'ai eu une discussion avec lui sur le sujet des soft skills, justement. Et donc, il m'a dit que chez Exteam, on différenciait pas mal les profils techniques et les profils direction, gestion de projet, parce que c'est des profils qui ne nécessitent pas les mêmes choses. Le premier profil, il nécessite de se concentrer sur les aspects techniques de l'offre en entretien. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure concernant les hard skills. Donc, c'est vrai que vous abordez avec le client beaucoup de choses sur vos capacités techniques, sur voilà, vos capacités de développeur, voilà. Et le second, au contraire, ça nécessite un certain nombre de soft skills comme le leadership, la gestion de conflits, la capacité organisationnelle et la négociation, par exemple. Voilà, typiquement, c'est des choses qui sont très importantes quand on gère une équipe et quand on gère un projet. Il m'a dit aussi que les clients étaient de plus en plus réceptifs aux soft skills lors des entretiens, y compris l'aisance relationnelle implicite, tout profil confondu. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est parce que peu importe votre type de profil, ça devient de plus en plus important de montrer vos soft skills en entretien, de montrer que vous êtes quelqu'un de communicatif, quelqu'un qui, voilà, qui saura travailler finalement dans un environnement d'équipe et qui sera mené à bien un projet. Et il m'a dit enfin que le marché ne se prêtait pas réellement aux tests de personnalité à cause d'un manque de temps lors des processus de recrutement. C'est pour ça que vous n'y êtes pas beaucoup confrontés, mais ça peut arriver. Alors, j'ai sondé l'équipe recrutement d'Exteam, donc avec un petit questionnaire que j'ai fait passer à Linda Fanta-Jordan et également Elodie, notre RH. Donc, ce qui ressort de ce questionnaire, c'est que déjà, les soft skills ont une importance, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, lors des recrutements, en fait, l'équipe, elle souligne naturellement les soft skills face aux candidats. Donc, chez Exteam, aujourd'hui, en fait, comme l'a dit Fanny, on apprécie l'aisance orale et relationnelle. Donc, c'est un soft skill qui est hyper important. Et c'est ce qui permet aux candidats de se démarquer lors des entretiens chez les clients. Et au niveau de l'utilisation des soft skills en recrutement, donc c'est une utilisation qui est assez fréquente. Alors oui, on n'utilise pas de test de personnalité, mais on a vu qu'il y avait d'autres méthodes. Et c'est ce que fait l'équipe recrutement. Donc, lors des entretiens, ils utilisent les questions ciblées sur les expériences, mais également des fois de la mise en situation afin de mettre en évidence les soft skills des candidats. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, revenir sur des choses, voilà, c'est à vous. Je voulais juste faire un petit point sur les tests de personnalité pour dire qu'il en existe beaucoup et en fait, il n'y a pas de profil idéal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand on fait un test de personnalité. Donc voilà. Question, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des RH parmi nous? Il y avait Fanta était là Fanta. en recrutement. Oui, je suis là. Ouais. Pendant un processus de recrutement, est-ce que vous avez fait des tests de personnalité et par la suite, lorsque le candidat qui a été embauché par la suite, il se trouve que vous avez eu tout faux dans le test? Alors, moi, personnellement, enfin, chez Exteam, on ne fait pas de test de personnalité, mais j'ai déjà eu le cas quand j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement. Donc, on faisait passer des tests de personnalité parce qu'en fait, par exemple, un candidat, il ne peut pas correspondre à toutes les sociétés. Donc, on faisait passer les tests et il y en a souvent qui réussissent assez bien. Et effectivement, arriver sur place à l'entreprise, ça ne leur correspondait pas.
C'est pour ça que quand on dit toujours aux gens de faire les tests, c'est de rester le plus sincère possible. Parce qu'au final, c'est aussi le but. C'est vrai, c'est de trouver un travail, mais l'objectif, en fait, final, c'est de trouver le bon poste. Donc, quand ça arrivait que des candidats mentaient, entre guillemets, dans le test, eh ben, ils ne restaient pas. Soit de eux-mêmes, ils mettaient fin à la période d'essai, ou soit alors l'entreprise ne les gardait pas. Ça finit jamais bien, en fait, si on se réfère au test. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui. Ouais. D'accord. Merci Fanta. Mais c'est intéressant en tout cas parce que ça montre que voilà, on peut biaiser un test, mais après, voilà, c'est plus dur de raccorder à notre personnalité, quoi.